Le PBR est aujourd'hui le standard du rendu 3D. Comme son nom l'indique, le PBR ou Physically Based Rendering a pour ambition de reproduire le comportement de la lumière en utilisant des propriétés physiques. Ces propriétés sont principalement l'albédo, la rugosité et le caractère métallique ou non des matériaux. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'expliquer comment ces propriétés physiques entrent en jeu dans le calcul du PBR. Et pour ce faire, nous allons développer un shader que nous allons intégrer à un moteur en C++ avec OpenGL. Au programme, nous allons dans un premier temps expliquer les phénomènes physiques qui permettent le calcul PBR. Nous verrons ensuite les méthodes qui sont implémentées pour faire ce calcul en temps réel. Et enfin, nous allons intégrer tout ça dans un shader et voir le résultat dans le moteur 3D. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment le moteur 3D a été implémenté. Ce moteur, je l'ai voulu simple et je l'ai donc développé comme un viewer 3D. Il intègre les fonctionnalités suivantes: le chargement de modèles 3D, le contrôle orbital de la caméra, c'est-à-dire la capacité de tourner autour de l'objet et de régler la distance de la caméra par rapport à cet objet. Et enfin, il va permettre le contrôle du bot de rendu, ce qui me permettra de vous présenter chaque contribution dans le calcul de la lumière. Donc la classe principale de ce projet, c'est la classe Engine. Donc ça va être notre moteur, et ce moteur, il va utiliser 4 composants principaux. Un display manager, qui va notamment gérer la bibliothèque SDL, GLAD et AMGUI, qui vont permettre de faire l'affichage à l'écran, et gérer les contextes OpenGL. Un input manager, qui va permettre de gérer les commandes utilisateurs, au clavier et à la souris. Un troisième composant pour gérer la scène. Le but principal de la scène, ça va être de charger des fichiers 3D. J'ai décidé de charger uniquement des GLB, puisqu'ils permettent d'inclure les textures dans le modèle. Et pour ce faire, j'ai utilisé la bibliothèque Asimp et STBImage pour le chargement des textures. Enfin, quatrième composant, le renderer. Alors c'est lui qui va faire l'ensemble des appels à OpenGL. Et donc c'est notamment lui qui va faire le chargement des maillages 3D dans la mémoire, ici avec Load Meshes. Il va également charger les textures dans le GPU, avec Load Texture Data. Sa fonction principale à lui, ça va être la fonction render, qui sera appelée à chaque frame et qui permettra de faire le dessin de l'environnement 3D à l'écran. Donc voilà globalement. Ensuite on a quelques classes secondaires. Donc ici on a quelques structures qui permettent de gérer les données notamment des shaders, des maillages qu'on va récupérer avec Asimp et des matériaux. Le renderer va également avoir une structure pour stocker les données de l'environnement. Notre scène, elle est dotée d'une caméra. Comme je disais, on a la capacité de faire une navigation orbitale. Elle est gérée ici. Enfin, on a une classe qui s'appelle EventBus, donc un bus d'événements, qui me permet de garder un découplage entre les différents composants. Donc chaque composant a la capacité de publier des événements qui seront traités et gérés par le moteur, qui va les redistribuer en fonction des besoins. Donc comme je vous le disais, l'engine qui est le cœur du projet. La scène, vous avez ici son header. Sa fonction principale, ça va être LoadGLB, qui va d'abord faire le ménage, ensuite utiliser un importeur d'Asimp pour ensuite récupérer l'ensemble des matériaux ici et récursivement récupérer les informations de chacun des nœuds qui va contenir l'ensemble des mèches. Et donc pour chaque mèche, on va récupérer l'ensemble des données qui vont nous intéresser. On peut pouvoir les afficher avec OpenGL, les positions, les normales, les tangentes, les UV, et on va récupérer la liste des indices qui nous permettra d'invoquer la méthode GLDrawElements d'OpenGL. Donc ça c'est pour la scène. Je vous ferai grâce des autres classes, mais je voudrais juste vous montrer ce qui va être important dans le renderer. Voilà comment les maillages 3D sont chargés dans le GPU. Et les textures, elles, sont chargées de cette manière. Alors il y a un autre élément qui va être important, c'est l'initialisation. Cette initialisation, elle va nous permettre de créer notamment notre shader, qui est constitué d'un vertex shader PBR et d'un fragment shader que j'ai appelé ici PBR Demo. Notre méthode de rendu est ici. Donc elle est assez longue puisque on a de la gestion de l'arrière-plan qui est ici. On a la configuration des lumières qui est là. La partie qui nous intéresse, c'est la partie PBR. Je réalise une passe opaque et une passe transparente. Et j'envoie pas mal d'informations qui seront importantes pour faire de l'IBL. Ce qui nous intéresse plutôt, ça va être tout ce qui se passe ici. Donc on envoie les éléments de la lumière, de la caméra, et ensuite on peut boucler sur l'ensemble des objets 3D. On va passer les différentes maps et les différents facteurs s'il y en a, on va binder et on va rendre. Maintenant que nous avons vu comment ce moteur fonctionne et comment le shader s'intègre dans ce moteur, nous allons pouvoir passer aux détails de la physique de la lumière. Les modèles physiques nous indiquent que sur une surface parfaitement plane, un rayon incident, ici, va se décomposer en deux parties. D'une part, une réflexion qui se fait à angle égal par rapport à la normale de la surface, et d'autre part, une réfraction qui va se faire avec un angle θ
θt ici, et qui va dépendre à la fois de l'angle d'incidence par rapport à la normale, mais aussi des milieux dans lesquels la lumière se propage. C'est la fameuse loi de Snell-Descartes qu'on apprend au lycée, n1 sinus i égale n2 sinus r. Mais dans la réalité, aucune surface n'est parfaitement plane. Le modèle PBR utilise la notion de microfacette, ici, qui correspond à des irrégularités de surface qui sont à la fois supérieures à la longueur d'onde de la lumière, et qui ne produisent donc pas de diffraction, mais aussi inférieures à la taille d'un pixel. Les microfacettes, de par leur orientation, changent les normales locales à petite échelle, ce qui fait que même si la lumière ne vient que d'une seule direction, ici, on obtient des réflexions dans différentes directions. J'ai représenté un pixel ici, sous la forme de ce cercle orange. Un pixel couvrant une certaine quantité de microfacettes. La réflexion résultante sera un agrégat statistique de ces différentes réflexions. L'une des notions clés du PBR, c'est la notion de rugosité, plus communément appelée roughness. Ici, nous avons un exemple de rugosité à une échelle microscopique. Alors ce qu'on peut constater, c'est que ces deux objets à une échelle macroscopique, donc de notre point de vue ici, eh bien ces deux objets ont la même géométrie. Ils ont une courbure similaire, voilà, on a deux hémisphères, mais on constate une différence visuelle entre ces deux surfaces. L'une est plus floue que l'autre. À l'échelle microscopique, il y a une réelle différence. Si on observait le premier objet avec un microscope, on constaterait la présence d'irrégularités modérées, comme des petits sillons ici, représentés en bleu, qui viendraient creuser et jalonner la surface. Si on envoie des rayons incidents parallèles, ici en orange, on obtiendra en sortie des rayons réfléchis en vert, avec une faible variation d'angle. Alors si on dézoome un peu, et qu'on considère que tout ça se passe en un point, eh bien on a notre rayon incident à gauche ici, et nos rayons réfléchis vont former un cône avec une dispersion assez faible. Ainsi, notre réflexion va être légèrement floutée, mais suffisamment nette pour qu'on puisse reconnaître l'environnement autour de l'objet. Si on regardait cette fois-ci le deuxième objet au microscope, on observerait cette fois des irrégularités beaucoup plus prononcées, et les sillons qu'on avait vus auparavant se transformeraient plutôt en des collines ou en des montagnes, qui viendraient creuser et former un relief sur la surface de notre objet. Cette fois-ci, en envoyant les mêmes rayons incidents, on obtiendrait ainsi une beaucoup plus grande diversité d'angles sur nos rayons réfléchis en vert, et donc en dézoomant cette fois-ci, on obtiendrait un cône beaucoup plus large, ce qui explique qu'on obtienne des réflexions beaucoup plus floues ici sur la surface de l'objet à une échelle macroscopique. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre sur ce concept de rugosité, c'est l'intervention de ces fameuses microfacettes et comment elles vont changer la perception à une échelle macroscopique, même si on ne voit pas leur géométrie à une échelle microscopique. Le phénomène que nous venons de voir concerne la réflexion, mais qu'en est-il de la réfraction ? Pour la partie réfractée, la réponse va dépendre du matériau considéré. La lumière étant composée d'ondes électromagnétiques, les propriétés optiques d'une surface sont étroitement liées à ses propriétés électriques. On peut regrouper les matériaux sous trois catégories optiques: les métaux ou conducteurs, les diélectriques ou isolants, et les semi-conducteurs. La dernière catégorie, heureusement, est suffisamment rare dans nos applications pour ne pas en tenir compte, ce qui fait qu'on n'a que deux cas à traiter: les métaux et les non-métaux. Et c'est pour ça que ce paramètre va être, avec le paramètre de la rugosité, l'un des paramètres principaux du rendu PBR. Donc, en ce qui concerne les matériaux métalliques ou conducteurs, le calcul de la réfraction va être simple, puisque soit l'ensemble des rayons incidents va être directement absorbé, soit l'intégralité sera réfléchie. Pour les diélectriques, le sujet de la réfraction est beaucoup plus intéressant. On va voir que des phénomènes œuvrent sous la surface de l'objet pour ensuite réémerger et lui donner sa couleur. Donc si cet objet est fait d'une substance complètement transparente, le rayon incident va être réfracté et va complètement traverser l'objet. C'est le cas du verre. Mais si le matériau qui constitue l'objet est suffisamment dispersif, ce qui est le cas de la plupart des diélectriques, une partie de la lumière réfractée va réémerger en surface. Et ce chemin, on le voit ici, on a d'abord de la réfraction, ensuite on a de la dispersion, on a aussi de l'absorption, certains rayons ne repartent pas, et au bout d'un moment, on a une re-réfraction dans l'autre sens pour contribuer à une lumière en dehors de l'objet. Donc sur l'image, vous remarquez que les rayons dispersés prennent progressivement la teinte du matériau, donc de l'objet, contrairement aux rayons réfléchis. Et ça illustre la réalité, c'est-à-dire que la dispersion du rayon lumineux dans l'objet va lui conférer une nouvelle couleur.
En conséquence, la lumière réfléchie conserve la teinte de la source lumineuse. Ici, on a des taches spéculaires blanches. Et c'est la lumière réfractée qui va donner sa couleur à l'objet. Toute la partie bleue, ici sur cette boule par exemple, va être issue de la réfraction. Alors on constate aussi autre chose, c'est que les rayons réfractés émergent à la surface à une certaine distance, point d'impact du rayon incident. Certains ressortent assez près, c'est le cas ici, ou de ce rayon-là, mais d'autres ressortent beaucoup plus loin. Et cette distribution de distance dépend de la densité de particules responsables de la dispersion. Et ça va être un des paramètres qu'il va falloir prendre en compte dans nos calculs. Si la taille du pixel en jaune ici est suffisamment grande par rapport à la distance d'entrée-sortie des rayons, on peut considérer que les distances sont nulles, et on peut ainsi calculer la couleur résultante qui ne sera affectée que par la lumière incidente en ce point. Si les distances entre le rayon incident et les rayons réfractés est plus grande que le pixel, eh bien on ne pourra plus traiter l'ensemble des rayons émis comme étant issus du même rayon incident. Il faudra alors utiliser des techniques pour tenir compte de la dispersion sous la surface de l'objet, mais je n'en parlerai pas ici. Alors du coup, comme je disais, on va avoir deux types de lumière, réfractée et réfléchie. Alors dans notre shader, il sera intéressant de diviser ces deux interactions. La réflexion qui a lieu à la surface, on va appeler ça le spécular, donc la réflexion spéculaire. Et l'ensemble des réflexions qui sont issues des autres phénomènes, donc de la réfraction, de l'absorption, de la dispersion et de la re-réfraction, toutes ces contributions seront appelées réflexions diffuses dans notre shader. Donc avec ça, on a tous les principes importants du PBR. Je vous présente maintenant l'équation de la réflectance. Cette équation, elle peut paraître compliquée, mais vous allez voir, elle s'explique facilement. Alors ce premier terme, il va définir la lumière en sortie, donc la couleur de la lumière en sortie, ici. C'est fonction de P, donc le point qui est considéré, et de petit oméga O, c'est la direction ici, du point P vers l'observateur. Ensuite, on a une belle intégrale ici, une intégrale sur grand oméga d'un ensemble d'éléments d petit oméga I. Alors cette notation d'intégrale, ça veut dire simplement qu'on va intégrer l'ensemble des contributions lumineuses qui arrivent dans le point sur l'ensemble de la sphère unitaire grand oméga. Donc dans notre cas, on ne considérera qu'une seule lumière, donc vous allez voir que ça va se simplifier. Mais là, en l'occurrence, ça voudrait dire que si on avait plusieurs sources lumineuses, eh bien il faudrait refaire le calcul pour chaque oméga I. Ensuite, on a le cœur de l'équation, c'est ce qu'on appelle la fonction de distribution de réflectance bidirectionnelle, que vous trouverez souvent sous le nom de BRDF. Cette fonction bidirectionnelle, elle fait le lien entre notre vecteur qui pointe vers la source lumineuse et le vecteur qui pointe vers l'observateur. Et ça, en fonction de notre matériau, donc en fonction de ses propriétés, donc en fonction de sa rugosité, du fait que le matériau soit métallique ou pas, et de sa normale, ça va nous donner une réponse différente. C'est dans cette fonction qu'on va retrouver tous les éléments qu'on a vus avant, c'est-à-dire la partie spéculaire, la partie diffuse et le calcul de ces éléments. Ensuite, on a Li, fonction de P et d'oméga I. Ça veut simplement dire qu'on va prendre en considération l'énergie entrante, ou la couleur de la lumière entrante, sous l'angle petit oméga I vers le point P. Et enfin, on va considérer un facteur d'atténuation. C'est le produit scalaire N petit oméga I. Ce produit scalaire, tout ce qu'il veut dire, c'est que si l'angle entre ces deux vecteurs est proche de 90 degrés, eh bien on va atténuer la contribution lumineuse. Donc on aura quelque chose de plus sombre que si la source était au-dessus du vecteur normal. Donc en résumé, la couleur de sortie, c'est la somme de l'ensemble des contributions lumineuses entrantes, avec la couleur de chacune de ces contributions, atténuée par son angle par rapport à la normale, et par la fonction bidirectionnelle de réflectance. Donc ça c'est la notation mathématique de cette équation. Maintenant je vais vous présenter la notation qu'on va utiliser dans notre shader. Le vecteur V, c'est le vecteur unitaire qui va de P jusqu'à l'observateur. Le vecteur L, c'était notre petit oméga I, c'est le vecteur qui va de P vers la source lumineuse. Le vecteur petit n, c'est notre vecteur normal à la surface. Et enfin, un dernier vecteur intéressant, ça va être le vecteur H, qui correspond à la bisectrice entre V et L. On va voir que ça va avoir son importance pour le calcul du facteur de Fresnel. Le cœur de l'équation, c'est le BRDF. Des BRDF, il en existe plusieurs. Nous parlerons dans cette vidéo du BRDF de Cook-Torrens. Ce modèle a été conçu en 1982, il y a plus de 40 ans, par Robert Cook et Kenneth Torrens. Il décompose la lumière réfléchie en une composante spéculaire et une composante diffuse. Et contrairement à d'autres modèles, il ne permet pas une réflexion d'intensité supérieure à la lumière reçue. Pour garantir la conservation d'énergie, chaque terme est multiplié par un facteur, Ks pour la contribution spéculaire et Kd pour la contribution diffuse.
de sorte que l'un est le complément de l'autre, et donc KS plus KD est égal à 1. Pour déterminer KS, on estime qu'au niveau microscopique, chaque microfacette est un miroir parfait. Donc ici, on a nos microfacettes, et pour qu'une facette réfléchisse la lumière, L, ici, donc ce fameux vecteur qui va vers la source lumineuse, sa normale petit m doit coïncider avec le vecteur H. Alors ça, c'est la subtilité qui va être importante de comprendre, c'est que pour qu'un miroir parfait réfléchisse, il faut que la lumière entrante ait le même angle par rapport à la normale. Et c'est pour ça que ce vecteur H nous intéresse. Ce vecteur H, il nous permet de définir les facettes de notre microsurface qui seront alignées de sorte à réfléchir la lumière. Dit autrement, la contribution spéculaire correspond à l'ensemble des microfacettes dont la normale M est confondue avec le vecteur H. Il reste maintenant à définir la quantité de lumière réfléchie par ces microfacettes. Le facteur de Fresnel décrit la proportion de lumière réfléchie par rapport à la lumière réfractée, et donc la proportion de spéculaire par rapport à la diffuse. Cette proportion dépend de l'angle entre l'observateur et la surface. Les zones de forte intensité spéculaire sont celles où N et V forment un angle proche de 90 degrés, ce qui est illustré par le dégradé blanc qu'on voit ici sur cette sphère. Pour utiliser les microfacettes dans notre modèle, on va utiliser le vecteur H au lieu du vecteur N, ce qui nous permettra de prendre en compte les microfacettes qui réfléchissent la lumière vers V. Pour le calcul, on va utiliser l'approximation de Schlick, qui, contrairement à l'équation originale, ne requiert pas de définir d'indice de réfraction du matériau, mais utilise plutôt un paramètre F0, ici, qui est plus intuitif pour les artistes, puisqu'il représente la couleur du métal, si c'est un matériau métallique, et c'est une valeur fixe si le matériau est diélectrique. Alors nous, on le fixera à 0,04, donc 4%, mais il faut savoir que dans la réalité, F0 peut varier entre 2% pour l'eau par exemple, et peut augmenter jusqu'à 15% pour les diamants. Mais cette variation n'aura qu'un faible impact sur le rendu. Donc ce facteur de Fresnel se calcule de la façon suivante. Il est fonction de H, de V et de F0. Et donc, on fait F0 plus 1 moins F0 fois 1 moins produit scalaire entre H et V, le tout puissance 5. Je vais vous montrer comment ça se traduit dans le shader. Donc voici le shader, on récupère un certain nombre d'informations du vertex shader, on définit la couleur de sortie, on récupère nos uniformes, on récupère nos textures, on définit pi. Et là, dans notre main, on va d'abord récupérer les matériaux, donc l'albédo, la metalness et la roughness. Si j'ai des maps, je vais utiliser les maps. On va ensuite mettre en place les vecteurs que je vous ai présentés, N, V, L, H. On va prendre de l'avance en faisant quelques produits scalaires, puisqu'ils seront beaucoup réutilisés. Donc le produit scalaire entre N et L, entre N et V, et entre N et H. Et on va calculer notre fameux F0. Donc si le matériau est un diélectrique, on va le mettre à 0,04. Et si l'objet est métallique, on va lui donner la couleur de l'albédo. Alors dans le vrai monde physique, on devrait avoir soit 0, soit 1 pour la valeur métallique, mais pour répondre à certains besoins des artistes, on laisse en général la liberté d'avoir un ensemble continu sur la valeur de la metalness. Et c'est pour ça qu'on fait un mix ici, et donc on va mettre la proportion d'albédo en fonction de la metalness de l'objet. Alors l'albédo, je ne l'ai pas dit, c'est la couleur de l'objet quand on est complètement normal à sa surface. Et donc, notre facteur de Fresnel, il est défini ici, avec la fonction Fresnel-Schlick. On lui envoie le produit scalaire de N et V et F0. On fait F0, 1 moins F0, puissance 5, ici, de 1 moins le produit scalaire de N et V. Et là, je fais un clamp, c'est-à-dire que je vais borner les valeurs entre 0 et 1. Donc là, vous avez un rendu avec le rendu final avec la lumière directionnelle. Là, vous avez l'albédo, la normale, la métallique. Donc là, on est sur un objet qui est complètement lisse. La rugosité, vous voyez qu'il y a des variations. Notre F0, on est sur un diélectrique, donc il est complètement noir, c'est du 0,04. Et notre Fresnel, c'est vraiment ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'à l'horizon, on a une contribution spéculaire qui est plus importante. Si on prend maintenant un objet purement métallique, vous avez ici son Fresnel. Vous voyez que cette fois-ci, on a l'albédo de l'objet qui est présent. Son F0, c'est l'albédo.
Et cette fois-ci, on voit que la metalness est à 1. Voilà pour le facteur de Fresnel. Revenons à notre BRDF. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'une addition entre une partie spéculaire et une partie diffuse qui sont pondérées par le facteur de Fresnel et son complément à 1. Commençons par la diffuse qui sera plus simple. On utilise Lambert et cette valeur est définie par KD fois C sur pi. Alors KD, on l'a vu, hein, c'est le complément à 1 de KS, donc du coefficient de Fresnel qu'on vient de calculer. Donc ça fait Fresnel fois C, c'est la couleur du fragment, sur pi. Pi, c'est là pour normaliser la valeur. Et donc je vais pouvoir vous montrer dans notre shader comment on va le mettre en place. On va d'abord calculer KD, donc le complément à 1 de la valeur F, ici. Donc on fait 1 moins F. Et ensuite, ce coefficient, on va le multiplier par 1 moins metalness, ce qui va nous permettre de retirer complètement la partie diffuse d'un objet métallique. Et pour terminer avec Lambert, vous avez ici sa formule complète, KD fois albédo sur pi. Alors KD, comme on l'a vu, c'est l'inverse de KS, donc de Fresnel. Maintenant, on va avoir un ensemble blanc et du noir sur l'horizon. Ça, c'est le Lambert sans la division sur pi. Et le Lambert final, il ressemble à ça. Et alors là, il faut voir que c'est sombre, mais c'est parce qu'on n'a pas encore fait notre tone mapping et notre correction gamma. Sur l'objet métallique, on est complètement noir, il n'y a pas de diffuse, donc il n'y a pas de Lambert fois pi non plus, et il n'y a pas de KD non plus. Donc ça, c'est la contribution diffuse. Passons maintenant à la contribution spéculaire. Pour la calculer, on va utiliser cette formule. Et on va voir que cette formule, elle est constituée de 3 composantes sur le numérateur, D, F et G. Donc D, c'est la fonction de distribution normale. F, c'est le facteur de Fresnel, donc c'est le facteur qu'on a calculé tout à l'heure. Et G, c'est la fonction de géométrie. Cette valeur, une fois de plus, elle va être normalisée, et donc on va avoir un dénominateur qui sera constitué de 4 fois 2 produits scalaires, celui de n et v et celui de n et l. Alors on va regarder maintenant en détail ces fonctions. On va commencer par la fonction d. Pour la fonction de distribution normale, nous allons utiliser la méthode de Trowbridge-Wright. Alors l'introduction de cette méthode dans le contexte des microfacettes a été faite par Bruce Walter en 2007, mais la fonction qu'il appelle dans son paper GGX est en fait identique à celle de Trowbridge et Wright. Cette fonction de distribution normale, elle est fonction de la rugosité du matériau, alpha, et du produit scalaire entre n et h, ici. On l'obtient en faisant ce calcul. Donc c'est alpha au carré sur pi fois produit scalaire de n et h au carré, facteur de alpha au carré moins 1 plus 1, le tout au carré. On va voir ça dans le shader. Je l'ai appelé D pour distribution. Voilà. On utilise la fonction Trowbridge-Wright GGX avec nos deux paramètres, produit scalaire de n et h et roughness, alpha. On le retrouve ici. Et là, vous allez voir une petite différence entre le calcul et l'implémentation. Cette différence, elle vient d'observations qui ont été faites par Disney. Et finalement, Epic Games a utilisé cette technique qui consiste à ne pas mettre alpha au carré, mais à le mettre à la puissance 4. Et donc, d'abord alpha, on le met au carré, et on le remet au carré. Donc ici, on a notre alpha 2. Donc on fait notre produit scalaire au carré, pour ici. On construit notre dénominateur, qui correspond à la partie qu'on va mettre au carré. Produit scalaire alpha carré moins 1 plus 1. Et ensuite, on fait notre division, alpha carré sur pi fois dénominateur fois dénominateur. Alors cette fonction de distribution normale, elle permet de définir le nombre de microfacettes qui vont contribuer à la spéculaire. Donc D, voilà, ça ressemble à ça sur notre modèle métallique. Et vous voyez qu'on a une grosse tache spéculaire ici, et qu'ensuite, ça va venir s'atténuer de manière très douce sur un matériau diélectrique. Nous venons de voir la fonction D. La fonction F, nous l'avons déjà vu, souvenez-vous, c'est le facteur de Fresnel. Eh bien, passons maintenant au facteur G. La fonction de géométrie G décrit les phénomènes d'ombrage et de masquage qui sont présents au niveau des microfacettes. Donc comme on a des microfacettes comme ça, on va avoir à la fois de l'ombrage qui correspond à des rayons incidents qui seront bloqués avant d'être réfléchis, mais on va aussi avoir des rayons qui vont être réfléchis et qui, pendant leur trajet vers l'observateur, vont être masqués par d'autres éléments de la surface. Donc plus le matériau va être rugueux, plus la probabilité d'ombrage va être grande. Pour résoudre ce sujet, on utilise une combinaison entre la méthode qu'on vient de voir, celle de Trowbridge-Wright GGX, et une autre méthode, celle de Schlick-Beckman. Et cette combinaison, on l'appelle Schlick-GGX. Cette fonction de géométrie, elle prend en paramètre le produit scalaire entre n et v et la rugosité. Mais plutôt que d'utiliser la rugosité, on va utiliser un autre paramètre. On va introduire le paramètre k, qui est fonction de la rugosité, et qui va nous permettre de prendre en compte à la fois un éclairage direct,
ici en faisant rugosité plus 1 au carré sur 8, mais aussi un éclairage d'environnement, donc avec de l'image-based lighting, où cette fois-ci K aura la valeur alpha au carré, donc la rugosité au carré sur 2. Cette fonction se résout de la manière suivante. On fait le produit scalaire de n et v sur le produit scalaire de n et v fois 1 moins k plus k. Alors ça décrit que l'une des deux contributions. Et donc, on va utiliser la méthode de Smith, la méthode de géométrie de Smith, qui va permettre de prendre en compte non seulement la partie masquage, donc c'est celle avec le produit scalaire entre n et v, mais aussi la partie ombrage qui va prendre le produit scalaire entre n et l. Et donc on va multiplier ces deux résultats pour obtenir l'ombrage adéquat. Dans le shader, on a ici la ligne concernée, donc on appelle la géométrie Smith, on lui envoie les deux produits scalaires, nv et nl, et la rugosité. On multiplie deux fois la même fonction, mais en utilisant les deux paramètres différents, donc les rayons qui vont vers la lumière et ceux vers l'observateur. Ici, on va être en illumination directe, donc on va mettre au carré alpha plus 1. Donc, on prend alpha plus 1, on le met au carré et on le divise par 8, ça fait notre k. Et maintenant, on prend notre produit scalaire, aussi, on le divise par le produit scalaire fois 1 moins k, plus k. Et cet ombrage, vous allez me demander à quoi ça ressemble. Sur un diélectrique, notre fonction de géométrie va ressembler à ça. Quelque chose de très doux. On voit que le masquage est évidemment beaucoup plus important dans les horizons de la lumière. Et maintenant, vous comprenez bien que ce dégradé, il est dû en fait à ces phénomènes de masquage et d'ombrage. Et si on prend un objet métallique, on va avoir ce type de masquage et d'ombrage. Maintenant, on peut multiplier ces trois valeurs et les normaliser. Donc, c'est ce qu'on fait ici pour avoir la composante spéculaire du BRDF. On va faire D fois G fois F, et on va diviser par 4 fois le produit scalaire de N et V, produit scalaire de N et L, et on y ajoute une toute petite valeur pour éviter d'avoir une division par 0 ici. Et ça va nous donner notre contribution spéculaire. Alors d'abord, voici la multiplication de tous les termes sans la normalisation, et avec la normalisation. Sans la normalisation ici. Et avec la normalisation. Voilà, nous avons complètement décrit notre BRDF. Nous allons pouvoir attaquer la fin de l'équation, et vous allez voir, avec une seule lumière, elle se simplifie. Donc la lumière de sortie, c'est la diffuse, donc le Lambert, plus la partie spéculaire, fois la lumière et le coefficient d'atténuation. Donc on va finir avec ça. La partie diffuse, plus la partie spéculaire, fois la couleur de la lumière, fois le coefficient d'atténuation, produit scalaire de N et L. Alors je rajoute une lumière ambiante ici, donc avec une valeur assez faible, pour voir dans le côté des ombres. Je la multiplie par l'albédo. Et la couleur finale, c'est l'ambiante plus la light output. Alors je fais une dernière correction, c'est important de la faire puisque ici, la valeur de l'albédo, on ne la lit pas en linéaire, mais avec un facteur gamma 2.2. Et donc ça va être important de refaire le taux de mapping et la gamma correction avant d'afficher le résultat. Bon, ensuite ici vous avez tous les switches de mode de rendu qui me permettent de vous montrer au fur et à mesure les différentes contributions. Et à la fin, on va définir notre frag color avec cette couleur résultante et taux de mappé et gamma corrigé. Et voici le résultat. Là, c'est la sphère métallique, et vous voyez que sans environnement, elle n'a pas trop d'intérêt. Pour le plaisir, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble un éclairage par l'environnement.
Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclairer sur la physique de la lumière, mais aussi sur l'implémentation du PBR dans un shader. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller plus loin. Vous y trouverez également les modèles qui ont été utilisés pour faire la démonstration de l'éclairage. Si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions pour une prochaine vidéo, par exemple sur l'éclairage par l'environnement, ou bien pour aller plus loin dans le développement du moteur, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.